What did you steal? Secrets. The data they paid me to protect. Are they people? No. Et bonjour, bonsoir à tous, on se retrouve pour ce premier épisode d'actualité. On voulait vous parler de Disclosure Day de Steven Spielberg. On voulait marquer le coup avec donc ce film un peu événement dans le cinéma américain, dans le cinéma mondial. Le retour de Steven Spielberg après The Fablesman, sorti en 2022, si je dis pas de bêtises. 2022, très bien. J'avais un doute, c'est entre 2022 et 2023. Un film que je crois qu'on avait tous à peu près beaucoup aimé. Qui avait fait plutôt consensus quand même, on peut Oui, le dire. c'est vrai. Voilà, qui était dans la continuité des 15 dernières années des films de Steven Spielberg. Et qui était son film un peu somme, autobiographique, qui revenait un petit peu sur la fabrication de ses obsessions. Exactement. Et de son éveil au cinéma. Tout à fait. Et donc voilà, donc c'est un épisode donc spécial, une séance spéciale pardon, dédiée à l'actualité, donc des épisodes qui sortiront le vendredi pour les films qui nous intéressent ou les grands films, voilà, qui comme par exemple l'Odyssée de Nolan qui sortira cet été, ou bien voilà, je sais pas quels sont les prochains films qui sortiront. Backrooms, on a dit que Backrooms, oui c'est vrai. Vous allez pouvoir retrouver Backrooms du coup vendredi prochain qui sortira, et on traitera également effectivement de l'Odyssée de Christopher Nolan. J'essaye de préparer un gros calendrier pour la fin d'année, et j'ai pu déjà dans ce calendrier y glisser différentes envies en fait, tout simplement des sorties cinéma qui seront là en fait entre septembre et décembre. Donc on va vous en sortir voilà quelques-unes quand même. Ça va vraiment devenir une habitude sur la chaîne, c'est-à-dire qu'il y aura séance spéciale, ça va se diviser en deux. Il y aura à la fois les films, on va dire qu'on dira de patrimoine, mais aussi les films qui sont pas forcément sortis il y a très longtemps, qui ont pu sortir il y a 1 an, 2 ans ou même 6 mois. Vous allez en découvrir une aussi sur The Mastermind qu'on vous annonce depuis très longtemps, mais vrai, elle finira par sortir fin juin, celle-ci. Le 29 juin. Ouais. Le 29 juin, exactement. Mais voilà, on veut vraiment que séance spéciale, ça soit cette émission qui nous permette, d'une manière, on va dire, un peu plus détendue, de pouvoir débattre de films voilà, uniques, autour vraiment d'une espèce de petite réunion à la fois entre personnes que vous connaissez déjà. Là, on accueille Alix à nouveau, qui fait quasiment de toute façon partie de l'émission. Oui, maintenant tu fais presque Pour mon tous plus les grand épisodes, plaisir. sauf ceux qui t'intéressent Mais pas. voilà, il y aura aussi des invités spéciaux. Pour l'instant, encore une fois, ce n'est pas fait de notre côté, mais on compte de toute façon trouver de nouvelles personnalités, et pourquoi pas des amis critiques du milieu qui viendront, j'espère en tout cas, s'exprimer Se prêter au jeu. et se prêter au jeu du coup. Tout à fait. Et du coup, on va commencer quand même comme les épisodes des séances spéciales classiques en vous demandant votre rapport à Steven Spielberg. Je commence par toi, Alix, du coup, qui n'a pas encore pris la parole. C'est vrai, Spielberg, en soi, j'ai même pas réfléchi en soi. Moi, j'ai pas un rapport ultra personnel avec Steven Spielberg, en dehors du fait qu'on est obligé d'applaudir la carrière et du fait que c'est un des grands pontes du cinéma hollywoodien. Je pense que j'ai découvert ces films en étant enfant. C'est pas des films qui m'ont éveillé ou qui ont éveillé un amour du cinéma ou qui m'ont élevé, mais effectivement quand on découvre Jurassic Park, même si je suis un enfant des années 2000, j'ai été subjugué. Quels sont les films de Spielberg que j'ai vraiment adoré? La Guerre des mondes a été un vrai traumatisme quand j'étais enfant, donc pour le rapport à la science-fiction c'est assez intéressant. Tu l'as vu enfant toi? Ouais, mais traumatisme du coup, c'est vrai que j'avais eu peur effectivement, la scène d'invasion au tout début où les lasers viennent faire s'effondrer le sol et où il y a les premières attaques des extraterrestres, ça m'avait choqué. Mais sinon en soi Spielberg, voilà, on applaudit la carrière, voilà, c'est le maître du grand spectacle, et voilà, tout au long de ma vie de cinéphile, j'ai été subjugué de nombreuses fois par son travail, et dernièrement j'avoue que j'ai énormément apprécié The Fablesman. J'ai vraiment adoré cette séance, et également West Side Story, dont on a plusieurs fois parlé avec Maxime, et j'étais parti un peu médisant, et c'est vrai qu'en l'ayant revu, c'est clair que voilà, c'est la caméra qui vole, la façon qu'il a d'enregistrer le spectaculaire, et en tout cas d'orchestrer des ballets avec sa caméra, c'est absolument sublime. Voilà, de faire de place. revisiter de manière ultra moderne le mythe en fait qui est West Side Story. C'est vrai que c'était absolument flamboyant quand même. Ouais, j'avais quand même bien apprécié. Non, mais c'est vrai que Tu peux le dire maintenant, c'est quand même vraiment mieux que La La Land.
je ne rebondirai pas là-dessus. Mais tout ce que j'ai à dire effectivement, c'est que voilà, Spielberg, mon rapport à lui, c'est que effectivement le boss d'Hollywood, le boss du grand spectacle, et j'avais hâte. Si, je suis un grand fan d'E.T. E.T., ça a quand même fait une grosse partie de mon enfance. Du coup, j'attendais effectivement Disclosure Day pour revenir sur un univers science-fiction extraterrestre et voilà, j'attendais quand même avec impatience le film. On verra ce que j'en ai pensé un petit peu plus tard. Ok, à toi Maxime Badi. Alors raconte-nous ton rapport à Steven Spielberg. Bah écoutez, moi Steven Spielberg, contrairement à Alix, ça a été catalyseur tout de suite chez moi. Ça, c'est, on va dire, un des 3-4 noms qui m'ont éveillé à un amour vraiment probant pour le cinéma quand j'avais 13-14 ans, je pense, et que j'ai commencé à voir plutôt ces films en fait des années 2000, bizarrement. C'est-à-dire que, bah, comme plein de gens, moi j'ai découvert vraiment très tôt, quoi. J'ai dû découvrir parce que mon papa est un grand fan de Indiana Jones, donc j'ai regardé les 3 à l'époque. J'ai dû commencer par ça, et après effectivement j'ai vu E.T. qui m'avait traumatisé, mais je pense qu'à l'époque je devais avoir quelque chose comme 10 ans, donc je mettais pas le nom de Steven Spielberg derrière le film encore. Et c'est vraiment en arrivant, je pense, à la fin du collège que là des films comme notamment Minority Report m'ont traumatisé vraiment et m'ont fait comprendre qu'il y avait peut-être déjà quelqu'un derrière la caméra et que ce quelqu'un peut-être racontait une part de son existence. Tu as même écrit un article sur ce film. Et j'ai même écrit un article que vous pouvez retrouver sur le Tesseract Magazine. Je me fais un petit peu de pub il n'y a pas longtemps. Effectivement, et je pense qu'honnêtement sur une grosse... Bon, c'est dur de classifier les films de Steven Spielberg, mais honnêtement je pense que c'est un de mes 2-3 préférés. Voilà. Je trouve que c'est un film immense. C'est pour moi un des meilleurs rôles de Tom Cruise aussi au cinéma. On avait parlé de Magnolia, moi je le trouve absolument bouleversant dans Minority Report. Je l'ai beaucoup revu dernièrement du coup pour préparer effectivement l'article et voilà, ça fait partie de ces personnalités effectivement qui changent votre regard par rapport à ce qu'est le cinéma. En tout cas moi ça a été mon cas. Puis à titre beaucoup plus personnel, c'est la dynamique, vraiment la dimension très centrale dans le cinéma de Steven Spielberg, c'est la dislocation en fait de la cellule familiale. Et sans vous parler de ma vie, y a un écho très important en fait à ça chez moi, et donc forcément c'est quelque chose qui me bouleverse dans Fablesman, forcément parce que c'est vraiment au cœur du récit et c'est absolument pas abordé de manière on va dire je sais même pas comment dire la chose, mais c'est caché. C'est pas direct. Exactement, c'est beaucoup plus direct et beaucoup plus frontal dans The Fablesman, alors qu'il l'avait en fait de base abordé depuis même Rencontre du troisième type. En réalité, Rencontre du troisième type parle déjà en fait du traumatisme de son père et du départ en fait de son père et encore une fois de la dislocation de la cellule familiale. Mais sauf que là, effectivement, dans The Fablesman, t'as l'impression que il est enfin là pour t'expliquer d'où viennent ses obsessions, son rapport aussi à l'image, la manière dont il a dans Fablesman d'expliquer le pouvoir en fait qu'une image peut avoir chez toi dans la révélation même d'un traumatisme. C'est absolument fantastique. Et donc si on regarde un peu la carrière de Steven Spielberg, on se rend compte que ça a été une déflagration en fait son cinéma, notamment dans la révolution des effets spéciaux numériques au cinéma, parce que bon voilà, t'as parlé du Jurassic Park, ça a changé la donne quoi. Rencontre du troisième type, pareil, moi j'ai vu Rencontre du troisième type la veille de Disclosure Day. Honnêtement, la scène de fin de Rencontre du troisième type qui date de 77, qui a été du coup conçue au niveau des effets spéciaux par Dalton Trumbo, je sais plus comment il s'appelle, celui qui a fait les effets spéciaux de 2001 de l'espace. Honnêtement, les maquettes de l'époque, les incrustations et la manière de jouer sur les miniatures, c'est extraordinaire. Enfin, vous regardez ce film aujourd'hui, bon, certes, on voit que c'est dans son temps, mais quand même, à l'époque, c'était tout simplement sidérant et ça a changé la face du cinéma de science-fiction et de divertissement à jamais. Et comme on y reviendra très certainement, c'est un grand cinéma du spectaculaire, mais c'est aussi un grand cinéma intime qui, depuis les années 2000 notamment, travaille toujours en fait ce côté très intime et lié encore une fois à la famille, mais en revenant beaucoup plus en fait sur la politique, sur l'histoire, sur ce qu'est les États-Unis. On pense notamment à des films comme Lincoln, on pense à des films comme Munich. Si vous avez jamais vu Munich, honnêtement, c'est un des mal connus de la carrière de Spielberg. C'est extraordinaire, vraiment, ça explique beaucoup de choses actuellement qui se passent au Proche-Orient et sur le conflit israélo-palestinien, c'est vraiment formidable. Qui parle de la prise d'otage. Des attentats de Munich, justement, de la prise d'otage dans les JO de Munich. Des athlètes israéliens. Alors non, c'est 78. dans les années 80, si je dis pas de bêtises. Non, c'est dans les années 70. C'est dans les années 70 il me semble.
Ok, bah, je dis sûrement des bêtises. Pour moi, j'ai- c'était plutôt 86, hein, mais je dis peut-être des bêtises. Je Je dis sûrement des bêtises. vérifie tout de suite, je te laisse finir. Et non, oui, pour finir, parce que je suis beaucoup trop long, oui, c'est un cinéaste auquel je suis extrêmement attaché, et pour moi, chaque film, en fait, est un événement, tout simplement. Et 72. ouais. 72, ok, j'ai dit Il me n'importe semblait que quoi. c'était donc, très très vite après les années 60. Enfin, ça arrive très très vite après les années 60. voilà, donc ouais, vraiment foncé. Puis après, vous avez aussi Lincoln, qui est formidable. Il y a Le Pont des Espions, qui était sorti en 2000, ça doit être 2015. Bah, quelque chose comme il ça. est toujours très prolifique hein, en soi. Non, mais il est très Il y a eu prolifique. Mais ce BGG que je voulais aussi dire, dans ces années-là. c'est qu'il affronte vraiment le récit et l'histoire américaine de plein fouet depuis notamment en fait les attentats de 2001. Enfin, il y a eu vraiment un glissement à partir de là. Moi, je trouve que c'est vraiment à partir de Minority Report, effectivement, que il prend à bras le corps vraiment les questions liées à la démocratie, les questions liées à la presse, les questions liées à la grande histoire. Bon, il l'avait fait avec La Liste de Schindler, il avait fait avec Amistad, les films comme ça. Même Les Dents de la Mer. Ah, Les Dents de la Mer, ça parle un peu moins de l'histoire quand même. On va pas se Non, mais mentir. de politique aussi. Voilà, c'est ce que- Oui, mais je veux dire, c'est sous-jacent à partir de ce Bien moment-là sûr, dans mais son bon, œuvre. il y a- Son œuvre, enfin, effectivement, ses films étaient politiques à l'époque, dans les années 70 et dans les années 80, mais disons comment dire, ils mettent sur le devant de la scène le conflit en fait sociétal et le conflit politique dans énormément d'œuvres depuis en fait clairement le post-intelligence artificielle quoi en fait, début avec Minority Report. En tout Ok. cas, voilà, moi je trouve. Et toi, Maxence, c'est quoi ton rapport? Bah moi je sais pas si tu te souviens, on avait une discussion il y a à peu près un an sur les films. Je pensais n'avoir vu aucun film de Spielberg en fait quasiment. Oui. Et On en pense fait tout on s'est ça. rendu compte que finalement j'en avais vu quand même beaucoup, notamment les 3 Indiana Jones, E.T., Ouais. Rencontre du troisième Bien sûr. type, Les Dents de la Mer très récemment là que j'ai rattrapé il y a 6-8 mois. Jurassic Park. En fait oui j'en avais vu beaucoup, mais c'est plus pour moi c'est marrant, c'est un peu les films qu'on voit chez des amis ou qu'on voit à la télé, enfin ce qu'on rattrape en fait à la télé Bien sûr. pendant même plus l'adolescence que l'enfance. Moi c'est plus un cinéaste de l'adolescence, même si lui se décrit comme un cinéaste de l'enfance plutôt, même au sein du nouvel Hollywood, notamment il se compare beaucoup à George Lucas et notamment ils se disent que voilà eux ils sont restés En fait, c'est dans pas. l'enfance. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais C'est qu'ils ont travaillé aussi, c'est des gens de la même génération. oui quoi. là exactement. Oui. On les a Ils étaient en appelés, classe. Parce qu'il y avait d'ailleurs, Coppola c'était un aussi. vrai groupe, je sais plus, c'était les Golden Boys, ou si c'est pas les Golden Boys, je sais plus comment on les a appelés. Les Avengers. La référence fait vraiment très très mal quoi. Mais non, en l'occurrence effectivement ils ont été très très proches et ils se sont rencontrés alors qu'ils étaient quasiment pas connus hein. Enfin, vous pouvez voir un documentaire qui traîne sur Steven Spielberg où il y a Martin Scorsese qui est en train d'expliquer qu'est-ce qui se passait quand il était dans le taxi et qu'il y avait la toute première en fait des Dents de la Mer sur Hollywood Boulevard. Enfin vraiment, et qu'il en revenait pas de voir le déferlement en fait de personnes qui se ruaient en salle. Et effectivement oui, comme ça a été dit 1000 fois, je pense que vous avez déjà entendu ça, mais il a clairement inventé le modèle de ce qu'on appelle le blockbuster Oui, le quoi, aujourd'hui blockbuster, quoi. c'est Les Dents de la Mer qui amène ça Effectivement. notamment, et surtout le blockbuster de l'été très précisément. Oui, effectivement. Mais du coup, ouais, t'en as vu quelques-uns, toi? Donc j'en ai eu quelques-uns. Évidemment, pour moi, c'est le cinéaste américain qui représente le mieux le cinéma à grand spectacle et le cinéma aussi populaire américain, Ouais. en tout cas depuis les 50 dernières années, en tout cas depuis les années 70. Donc, depuis Les Dents de la Mer, hein, quelque part. Voilà, donc j'ai ce rapport-là un peu presque néophyte aussi à Spielberg, parce que comme je le disais tout à l'heure, moi j'avais l'impression de ne pas en avoir vu, en tout cas j'ai eu aussi dans mon adolescence un peu de mépris en fait aussi pour ce genre de cinéma, parce que quand j'ai commencé mes études et que je connaissais pas grand-chose au cinéma non plus, j'avais en fait cette image du cinéma américain très grand public qui me débectait aussi, sans me rendre compte de la richesse de son œuvre, et donc du coup j'avais aussi l'impression d'être passé un peu à côté de son cinéma en tout cas. Et bon, évidemment maintenant je l'ai grandement revu à la hausse et on en reparlera notamment pour ce film. Voilà, ça reste quand même un maître enfin il y a encore, tu vois, des mouvements de caméra, ça fait du bien de Et voir un effectivement, blockbuster de cet acabit, on quoi. l'a pas dit forcément parce que on exprime plutôt notre rapport personnel, mais la mise en scène de Steven Spielberg est, je pense, quelque chose qui donne du sens au mot virtuosité. C'est ça, exactement. C'est vraiment, Tout est très très bien il a défini pensé une et grammaire dans très le film bien mis en scène. d'action qui effectivement a été repris par des dizaines et des dizaines de Il a- cinéastes il dans le a monde. créé Enfin, les vraiment, il faut s'en poncifs- rendre compte. Il a créé les poncifs hollywoodiens au niveau de l'image. En soi, C'est vrai.
beaucoup ont repris la façon de filmer Spielberg pour le refaire de façon amateur. Si on filmait hollywoodien, on prend la mise en scène de Spielberg et on la reproduit et on a tout de suite l'impression d'être ouais. dans un grand film hollywoodien. Non, mais c'est complètement ça. Et puis au-delà de ça, il a posé même une esthétique avec son chef opérateur Janusz Kaminski, qui est d'origine, je crois, polonaise et qui travaille avec lui depuis La liste de Schindler, si je dis pas de bêtises, en tout cas depuis le début des années Oui, 90. La liste de Schindler, encore un film que j'ai vu aussi, tu vois. Enfin, c'est Oui, bon, ça après, c'est finalement, Ouais, ça fait partie un petit peu du patrimoine bien sûr, voilà, cinématographique. mais c'est ça, c'est finalement le cinéma de Spielberg, ça fait partie du patrimoine et des plus grands films du cinéma mondial, quoi. Donc voilà, on va s'attaquer à un peu une légende, hein, quelque part, ça, c'est sûr. et on va s'y attaquer à bras le corps tout de suite, en te redonnant la parole, Maxime, pour que tu nous expliques un peu. Donc Disclosure Day, ce film sorti hier, le 10 juin 2026, nous expliquer un peu son contexte de production et dans quel contexte il sort, et voilà, un peu un petit synopsis avant qu'on en parle Ouais. plus dans le détail. Je vais essayer d'être succinct parce que je pense que le débat sera plus intéressant que de vous expliquer précisément comment il a conçu le film. Donc en gros, pour vous la faire rapidement, Disclosure Day, c'est un petit peu le dernier volet de sa trilogie thématique sur les extraterrestres. Donc le premier, on l'a dit, enfin on l'a pas dit, mais vous vous en doutez, c'est Rencontre du troisième type qui est sorti en 1977. Film immense, encore une fois, j'en remets une couche, mais rattrapez-le si jamais vous l'avez Avec pas François vu. Truffaut. Avec François Truffaut, bien sûr. Dedans. Non, mais c'est extraordinaire. Puis François Truffaut, encore une fois, c'était très symbolique de l'avoir, Oui, parce c'est vrai. qu'il représente quelque part ce que Spielberg fantasme absolument sur la part d'enfance et sur aussi le fait que Spielberg s'est toujours revendiqué des héritiers de la nouvelle vague. N'en déplaise à Jean-Luc Godard et à plein de critiques, effectivement, on trouve des gros liens à la fois chez John Ford, mais aussi, j'invite à regarder Minority Report, un cinéma des fois un peu qui va péter beaucoup de règles en fait formellement et qui est capable d'être beaucoup dans l'expérimentation aussi. Le cinéma de Steven Spielberg, faut pas croire que c'est toujours quelque chose de très cadenassé, de foncièrement traditionnaliste. C'est vraiment quelqu'un qui est capable de surprendre d'un film à l'autre et d'avoir des régimes de mise en scène extrêmement différents tout en ayant une énorme cohérence. Mais Bon, revenons au film. Revenons au film. Donc bon, il y a Rencontre du troisième type en 1977, suivi de E.T. en 1982, que je suppose on a tous vu ici. Enfant, oui, pour le coup. Enfant, qui a tous été un trauma énorme. Et bon, là, en fait, il revient un peu pour boucler la boucle avec Disclosure Day, sauf que la différence fondamentale, en fait, par rapport à ces deux films précédents, c'est que plutôt que de nous servir un film intime du point de vue d'un personnage, donc dans Rencontre du troisième type, c'était l'adulte Richard Dreyfuss, le père qui quittait la cellule familiale. Dans E.T., c'est le petit Elliot. Et là, en fait, il va décider dans Disclosure Day déjà de faire un récit qui se passe sur 2-3 jours, pas plus, extrêmement resserré. Et en plus de ça, en fait, un récit fragmenté. Voilà, un récit fragmenté qui va suivre plusieurs personnages qui vont être en gros les deux principaux, Daniel, le personnage de Daniel, donc qui est joué par Josh O'Connor, et le personnage de Margaret, joué par Emily Blunt. De son côté, en fait, Daniel, lui, est expert en cybersécurité. Margaret, elle est présentatrice météo. Et les deux sont frappés au début par... Margaret est frappée par des espèces de mystérieuses capacités qui, lors d'une présentation en fait, d'un bulletin météo, vont s'imprégner dans son corps et vont la pousser en fait, à comprendre ce qui arrive, et ce qui lui arrive surtout intérieurement. Et le personnage de Daniel, quant à lui, en fait, il a volé tout simplement des documents classifiés dans l'entreprise pour laquelle il travaille depuis maintenant des années, et ces documents révèlent un secret sur la présence du coup extraterrestre qui est caché du coup par l'entreprise Wardex, oui. qui est caché par l'entreprise Wardex. Et donc le but quelque part, ça va être que ces deux personnages puissent se rejoindre parce qu'ils sont liés, sans trop en dire. Ils vont devoir se rejoindre pour pouvoir effectivement révéler tout ce qui est caché à l'humanité depuis Day et le jour de la révélation. Voilà, le jour de la révélation, on l'a pas tout précisé simplement. Encore, ouais. Et je veux pas aller plus loin parce que j'ai envie de laisser le plaisir aussi aux gens de découvrir le film. Mais effectivement, bon, là j'ai parlé de l'entreprise, peut-être pour en dire deux mots et après vous lancer sur ce que vous avez pensé du film. Wardex, donc, qui est en fait cette multinationale qui est dirigée par un personnage qui s'appelle Noah Scallon,
qui est joué par Colin Firth, qui est pas vraiment la chose la plus réussie du film. En tout cas, moi, j'y viendrai juste après. Et donc, en fait, c'est lui qui est responsable quelque part de la dissimulation de tous ces documents et donc qui cache tout simplement la présence de ces entités extraterrestres sur Terre depuis longtemps. Et en fait, c'est lui qui va tout faire pour que ce Disclosure Day et que cette révélation en fait au grand public n'arrive pas, tout simplement, et soit empêché. Et donc on a, pour faire un dernier tour de table, enfin un dernier tour de piste de l'histoire, on a le personnage de Hugo Wakefield, qui est joué par, j'adore cet acteur, Colman Domingo, qui lui en fait est un ancien de Wardex et qui va décider d'orchestrer un petit peu tout le dévoilement et aider les personnages en fait de Josh Connor et de Emily Blunt à aller jusqu'au bout. Voilà, si je dois rester un peu mystérieux, je m'arrêterai là. Je me tourne peut-être vers Alix. Ouais, qui n'a voilà. pas encore parlé. Vas-y, Alix. Qui n'a pas trop parlé Alors, encore. Peut-être, en plus, n'a pas aimé le film. Peut-être. Je vais le dire tout de suite, mais peut-être petit disclaimer, vous voulez qu'on commence sans rentrer dans l'intrigue. Voilà, on veut faire une partie sans spoil. Donc là, le but, ça va être de donner un avis sans rentrer plutôt général à l'intérieur de l'intrigue. Tour de table. Et on rentrera plus dans les détails après. Voilà. Vas-y, on te laisse exposer ton avis sur le film. Bah, le film en lui-même est pas du tout désagréable à regarder, hein. Ça reste du beau spectacle. On est content de retrouver Spielberg, comme on disait. Voilà, il y a tout, sa capacité, cette caméra qui est mobile, c'est cette mise en scène qui est plurielle, ces jeux de lumière qui sont hyper impressionnants, les flares de partout. On retrouve ce Spielberg de la science-fiction dès le premier coup d'œil, hein, dès la première séquence d'introduction. J'étais dedans, j'ai été imprégné par le film. Les mystères qui entourent l'histoire m'ont vraiment complètement happé dès le démarrage, et c'est là qu'on peut rentrer dans le dur, c'est-à-dire que pour moi il y a vraiment une partie centrale du film que j'ai trouvé voilà, pour être un poil médisant, complètement barbante, voire endormissante, voire soporifique, parce que voilà, pour moi il y a une tension, une forme de menace qui est franchement pas forcément essentielle. En tout cas, le récit se dirige vers d'un point A à un point B, on sait qu'on va y arriver, et c'est vrai que toutes les péripéties m'ont laissé un peu à côté. Donc j'avoue que la partie centrale du film, qui quand même représente quand même un gros morceau à l'intérieur de l'intrigue, m'a complètement laissé à côté, ce qui m'a amené à des révélations finales et un final en lui-même qui a essayé de me rattraper, m'a plu, hein, parce qu'effectivement il y a des éléments scénaristiques, de mise en scène qui sont hyper intéressants, mais malheureusement le film m'avait lâché, et j'avoue que moi je considère que Disclosure Day est un petit peu un film qui propose plein de choses, mais au final n'arrive jamais vraiment à se positionner jusqu'au bout, à aller complètement là où il a envie d'aller. Il y a quelque chose qui fait un petit peu daté, je trouve, où Spielberg il est dans son film de science-fiction, dans ces extraterrestres des années 80, qu'il essaie de remettre au goût du jour en apportant des questions nouvelles, mais sans complètement répondre à ces nouveaux questionnements, sans vraiment intégrer un point de vue politique qui effectivement est en sous-texte, est en toile de fond, mais pour moi n'y va jamais vraiment, ne passe vraiment ne franchit pas le pas, et voilà, donc je sors de la séance en étant content d'avoir vu un bon film, mais en étant un petit peu triste et déçu d'avoir vu un mauvais Spielberg. Voilà. Ok, bon, je prends la suite du coup, parce que tu dis que c'est un bon film, et je suis d'accord avec toi, et moi j'étais content d'avoir vu un bon film. C'est vrai que c'est quand même assez rare dans le paysage, surtout en ce moment du cinéma américain, de nous sortir des blockbusters qui sont intéressants. Il y a pas longtemps, c'était Mandalorian et Grogu, là, tu vois, enfin je l'ai pas encore vu, mais original déjà. Oui, voilà, ils sont original, pas issus d'une putain de licence ou d'une adaptation et fond de table de merde là. Et bon, c'est peut-être après, que toute la promo est faite autour de l'univers de Spielberg et du fait que c'est Spielberg qui a fait le film quand même. Bien sûr. On peut pas enlever, malgré ce qu'on pense positivement ou négativement du film, c'est que c'est un scénario totalement original. Oui, bien sûr, bien sûr, je suis d'accord. Ça, c'est quand même très rare dans le blockbuster actuel. C'est pas Mandalorian saison 3, y a pas de voilà, souci. C'est ça. Et donc oui, déjà là-dessus, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant, d'autant plus que techniquement c'est un film qui est aussi quasiment parfait, hormis la 3D, on en reparlera, mais il y a la modélisation 3D ça fait un peu mal, surtout pour un film de cet même acabit. Certains fonds verts, j'ai trouvé quand même que la j'ai séquence pas fait du train est un peu compliquée quand même. Peut-être, tu as raison, mais globalement tu parlais des éclairages, tu parlais de la façon de filmer, surtout la mise en scène. Il y a certains plans
notamment dans le motel, une espèce de caméra qui se relève, machin. C'est des trucs dans les blockbusters que je n'avais pas vu depuis très longtemps, en tout cas. Même cette scène de début. Je suis en train d'essayer de comprendre le moment dont tu parles. Le moment où ils se retrouvent tous les deux dans le motel, c'est ça? Bah, j'ai pas envie de spoiler, du coup. Oui, Il y a deux personnages dans un motel. Oui, et c'est il ça, s'est passé exactement. quelque chose Voilà, d'assez c'est dramatique juste, juste voilà, il y a avant, un c'est ça? personnage sous la douche et puis une caméra qui se relève. Je dis waouh, ça fait longtemps que j'avais pas vu ça dans un. Voilà, des mouvements de caméra qui essayent de raconter quelque chose et qui essayent de filmer un personnage un peu différemment. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu dans un cinéma, en tout cas à grand spectacle, peut-être depuis Une bataille après l'autre, tu vois. Ça faisait presque un an, voire plus. Non, un peu moins d'un an du coup. Mais voilà, donc c'est globalement aussi un choix d'acteur qui est plutôt bon. Je trouve que Josh O'Connor, il le fait jouer à contre-emploi tout le long du film, parce que les derniers films de Josh O'Connor, c'est globalement un taiseux qui est un peu bateau, un peu comme dans The Mastermind, vous l'écouterez le 29 juin. Mais et globalement, là, certes, ça reste pas le grand bavard qui cabotine, mais voilà, c'est un Josh O'Connor un peu différent. Une Emily Blunt, pareil, je trouve le choix est assez intelligent, même Je la trouve formidable. Ouais, moi j'avoue que pour le coup, Emily Blunt, Mais- c'est vraiment gros, Elle met gros plus ou succès. moins tout le monde d'accord. Là, je Voilà, trouve ça là aussi un peu à contre-emploi. Et en plus, elle a déjà joué dans ce genre de film, même avec il me semble, son mari, John Krasinski. Sans un bruit, ouais. Dans Sans un bruit, tout à fait. Le premier est pas mal, le deuxième est même assez le catastrophique. rapport qu'il a avec son visage à elle, qui a été quand même Bien entamé par la chirurgie esthétique. chirurgie esthétique, Mhm. hyper intéressant aussi dans sa façon de la traiter comme une alien. Et voilà, donc globalement, je trouve qu'il y a des choix intelligents. Après, le scénario aussi est bien ficelé, je trouve. Mais et il raconte des choses. Toi, tu disais que ça reste en tâche de fond. Moi, je trouve qu'il y a quand même un propos sur le monde et la politique américaine. Après, il le fait, certes, il le fait peut-être moins bien que dans ses précédents films. Cela dit, je trouve que c'est pas non plus, ça reste pas non plus en toile de fond. Et je trouve qu'il aborde pas aussi frontalement, certes, que dans Munich par exemple ou dans d'autres films, mais je trouve qu'il est là. Voilà, globalement, c'est assez solide. Après. C'est pas le film de l'année, il y a quand même, ça reste, voilà, c'est pas son meilleur film du tout, mais voilà, je sais pas, ça m'a fait plaisir je me suis pas du tout ennuyé, c'est un bon film, ça fait plaisir de voir ça en 2026 à cette époque-là, et ça fait toujours plaisir de retrouver Spielberg aussi. Bah écoute, ouais, moi pour rebondir, je vais rejoindre plus ou moins Maxence, quoi. C'est-à-dire que c'est un film profondément imparfait, mais profondément passionnant à la fois, quoi. Oui, voilà, c'est vrai que c'était un peu ambivalent finalement. C'est vraiment ambivalent, ouais. C'est-à-dire que pour moi, il renonce totalement à aller dans le spectaculaire, à aller vraiment vers le film d'action pur, qu'il était capable d'avoir avec énormément de profondeur. Encore une fois, La Guerre des Mondes, surtout Minority Report, c'est des films qui sont constamment en mouvement. Enfin, vraiment, c'est des grandes poursuites qui ne s'arrêtent jamais, mais qui toujours, à un moment, par le mouvement, par leur scénario, vont déployer un discours extrêmement complexe en fait sur la société américaine, et en même temps parler profondément de traumas propres à Spielberg. Là, l'originalité de la chose, c'est que quand même, sans encore une fois dévoiler, à part vraiment la dernière partie du film, disons que ce qui fait la sève du cinéma de Spielberg, donc encore une fois le rapport aux problèmes familiaux et rapport de problèmes à la mère et au père, c'est quasiment jamais abordé en fait pendant les 3/4 du film, hein. C'est vraiment absolument pas le sujet, et c'est vrai que moi, je suis toujours étonné par la modernité de sa mise en scène. Enfin, rien que la séquence d'ouverture, voilà, je pense qu'on peut spoiler deux plans. Oui. Ce qui se passe pendant un pendant match un de combat de catch, catch, ouais. un combat de catch. Pour le coup, la scène J'étais tellement attrapé quand ça Ah commençait. non, mais vraiment. Je crois que pour le coup, on est à peu près tous d'accord, c'est que la scène d'ouverture est exceptionnelle. Est hein. complètement démentiel, effectivement. Et après, le film, de manière totalement tonitruante, en fait, nous fait croire qu'il va nous emmener vers, encore une fois, une course-poursuite sans arrêt, quoi. Et qui reste, hein, putain. mais en fait, finalement, le problème, et pour moi, ce pourquoi ça ne fonctionne pas, mais en même temps, je pense que c'est pas vraiment son sujet au film, c'est que l'antagoniste, joué par Colin Firth,
est quand même vraiment pas très bien écrit, et en plus de pas être très bien écrit, il est caractérisé d'une manière totalement caricaturale. Et C'est un méchant de film. c'est vraiment un méchant de C'est film un d'action des années oui. 80, quoi. C'est qu'à Oui. un moment, il y a pas de modernité du tout concernant ce personnage-là, et on en a longuement parlé avec Alix hier, je le suis totalement là-dessus, il y a aucun problème, mais moi je pense que honnêtement, même les séquences d'action, quand tu les regardes de près, franchement c'est quasiment rien, on va rien vous spoiler en parlant de ça. À un moment il y a une séquence qui se passe de fuite du coup du personnage de Daniel qui est en voiture avec sa copine. Honnêtement la séquence dure 2 minutes, 2-3 minutes à la rigueur. Il y a quelques coups de feu, effectivement il est toujours incroyablement fort, c'est d'une maestria Là, absolue sur quelques plans. Les séquences de Mais je veux dire, course-poursuite il y a quasiment ça pas de reste quand même, suspense. Enfin, il y a un suspense très minimal. Bah, Honnêtement, quand on connaît son cinéma, Après, le titre ne laisse pas c'est trop. c'est pour ça, ouais. oui, voilà. J'allais y venir. C'est-à-dire que ça, pour moi, ça ne porte absolument pas sur, encore une fois, Spielberg qui est là pour revenir en 2026 et donner la fessée à tout le monde. J'ai entendu ça sur certaines personnes qui parlaient du film, sur Moi, c'est ça, le des grand retours que j'ai virtuose vus. est revenu. C'est Non. c'est ça, l'époustouflant de Spielberg revient, mais Non, c'est non, pas ça du que j'ai tout, vu du pas film. du moi. tout. Moi, c'est pas ça que j'ai vu du film. Moi, j'ai vu un film profondément travaillé, effectivement, par toute une question, en fait, et un sous-texte religieux qui est très présent dans le film. Mhm. Ça, D'ailleurs, c'est vrai, ouais. je pense que c'est vraiment le film le plus religieux de la carrière de Steven Spielberg, quoi. C'est assez impressionnant. Bon, après, il y a Fablesman quand même. Il y a Fablesman, mais disons que c'est les questions liées plus à l'antisémitisme et les traditions en fait de fêtes juives. Oui, oui. Mais je veux dire, Mais là, pas c'est à quand l'aspect même. traditionnaliste américain, là, effectivement. Ok, on en je vais me parle reprendre. Fablesman, il faut le prendre à part dans la carrière de Non, mais je Spielberg. suis d'accord, C'est je suis son d'accord. film autobiographique. Bien Mais sûr. là, je veux dire, dans un film qui se veut quand même un minimum de divertissement, tu vois, un Ouais. blockbuster, encore une fois, de la SF. C'est quand même rare de le voir autant travailler, je veux dire, par la question en fait du Messie, du divin, de la peut-être- révélation. Là, je suis très vague de toute façon, donc je pense que je ne spoil pas énormément, mais en tout cas, pour finir vraiment mon avis, moi j'étais en même temps ravi et en même temps finalement un peu dérouté devant le film et déçu, effectivement, comme je vous ai dit, de ce que le film vendait plus ou moins, quoi, tu vois. C'est-à-dire que je pense honnêtement que ce film va totalement bider en salle. Hein. Je l'annonce vraiment, ce film. En tout cas, hier, c'était plein au hall. Ah ouais, À peut-être. 20 heures. ouais. Après, C'était franchement, la mercredi promo 20 heures, est bon. énorme. Hein. Il y a quand même une grosse Ouais, communication, ouais, Ouais, mais grosse je pense que promo. les gens comprennent pas ce qu'ils vont voir. Mais je pense que c'est surtout ça qui va se passer, c'est que beaucoup de gens vont aller voir le film et vont être déroutés par rapport à la Et proposition. que moi j'ai trouvé Et à ça, je raison. pense, aussi passionnant parce que je suis vraiment un gros nerd de Steven Spielberg. Oui. Je me dis, les gens qui n'ont aucun rapport avec sa filmographie, bon, ils vont voir ça, ils vont trouver ça peut-être sympathique, mais c'est tout, quoi, tu vois. Alors que, honnêtement, je pense que le film soulève des questions politiques et religieuses extrêmement importantes et vraiment passionnantes. Après, est-ce qu'il s'en fout pas un peu aussi de bider en salle maintenant à son âge et Si. avec le succès qu'il a eu, Et est-ce c'est qu'il fait peut-être pas ce pour qu'il a ça, envie c'est peut-être pour ça que je défends vraiment le film profondément. C'est que pour moi, vraiment, il y a une forme de radicalité quand même à proposer ça à 79 ans. Attends, faut rappeler qu'il a quasi Ouais, il a 80 ans quand même. ouais. C'est je crois, son 39e film. Mm. Bon, ce qui est très touchant, c'est qu'ils ramènent John Williams pour leur. Pour la musique là. Ouais, je sais plus, je crois Pour qu'ils 18e fêtaient leur, collaboration. ouais, leur 20e ou 30e collaboration. Enfin, vraiment, je crois que c'était 30e collaboration, hein, c'est énorme. Mm. On rappelle, John Williams a 94 ans. Hein, Ah oui, une- il est si âgé, je Ah savais ouais, même pas, c'est tu une vois. prouesse qu'il fasse encore une bande originale. Ah oui, c'est- Donc voilà, c'est d'autant plus émouvant quand t'es attaché vraiment à leur parcours à tous les deux. Et oui, pour revenir sur la radicalité. Et pareil, tu vois, la bande originale qui est pas la meilleure, mais qui reste quand même assez solide, quoi. C'est du John moi, je la Williams. trouve solide. quand même très absente. Hein. Enfin, on en a parlé sur la fin. On suis a quand même des globalement moments d'accord. où. Ah, je sais pas. moi, À je part, l'ai bien à part à aimé. 2-3 moments sur la dernière partie, je trouve la musique. J'ai vu qu'il avait composé quand même 1h40 de bande originale. Je l'entends pas beaucoup dans le film quand même. Ah ouais, mais quand je sais pas, quand elle arrive, moi ça me. Ouais, franchement, encore une fois, j'ai beaucoup revu Rencontre du troisième. Enfin, j'ai revu Rencontre du troisième Ah bah, type de même Minority les- Report les- à côté, je t'avoue. Après, ce sont des bien meilleurs films que celui-là. Mais C'est John Williams, dans, E.T. dans ce contexte-là. Bien sûr. Ouais, c'est John Bien Williams, sûr. E.T., Ah ouais, bien ouais, sûr. ouais. Ouais, bah voilà, E.T. quoi. Non, mais disons que effectivement, je la trouve vraiment très travaillée. Elle apporte un dynamisme au Oui, film dans qui la est. bande son en elle-même. Et Ouais, c'est- je dois dire que là où elle fonctionne très certainement le mieux, c'est une séquence qui se passe dans une maison. Une Ouais. séquence qui est d'ailleurs pour moi la plus belle du film. Et quand on connaît carrière de Steven Spielberg, qui est vraiment, vraiment bouleversante, qui crée des liens avec notamment E.T. et puis d'autres films. Mais ça, on y reviendra sûrement dans la partie spoiler. Mais en tout cas, non, moi je vous invite vraiment à aller découvrir le film. Ça pourra que attiser votre curiosité. Et finalement,
il s'empare du sujet, du coup, de l'ufologie et de toutes ces questions liées aux ovnis, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça depuis tout à l'heure. Et de la des théories du complot, les divers de Bien Roswell, sûr, de tout bien ça. sûr. Parce que- Mais on peut peut-être passer directement à la partie spoiler. Je pense que tu avais fini ton avis. Oui, oui, Maxime, on peut partir là-dessus. Voilà, donc, Peut-être une phrase pour Oui. dire effectivement, en tout cas, moi j'ai effectivement passé pas du tout ma meilleure séance en ayant en allant voir Disclosure Day. Donc voilà, j'ai taillé un petit peu mon propos sur la partie spoiler, mais il n'empêche, vous pouvez quand même aller le voir. Hein. Ça reste du grand spectacle, ça vaut le coup. En tout cas, ça parle de plein de choses différentes. Oui, vous pouvez y amener Donc, les enfants, etc. Voilà. Quand Alors même, les enfants, peut-être pas. Ah, si, non, il n'y a rien de grave. Ils Enfin, comprendront absolument rien devant ce qu'ils voient. Mais, En tout cas, si vous il y êtes a rien de méchant. si vous êtes un très grand fan de cinéma de science-fiction, c'est peut-être pas le film où il faut foncer. Pour moi, il faut pas foncer si vous êtes le plus grand fan de science-fiction. Mais si vous avez envie de découvrir quand même un film de science-fiction intéressant, ça vaut le coup. Ouais, mais en tout cas, moi je rebondis encore une fois sur ce qu'a dit Maxence. Très mauvaise idée d'emmener des enfants. Essayer d'emmener des adolescents qui sont un minimum Ouais, éveillés à ce des- qu'est la politique des américaine petits actuellement. En début Non, d'adolescence, et peut-être. puis- Allez, mais, si, on- non, les films de Steven Spielberg qu'il faut regarder enfant, c'est Tintin, c'est je sais E.T., pas. c'est Celui-là, à il la a rigueur pas les l'air, Indiana Jones. Il a pas l'air si compliqué à comprendre. Je crois que tu te rends pas compte de la densité du je sais film, pas. vraiment. Non, bah après, moi je pense que tu peux tout voir enfant de toute façon. Oui, bien sûr. Oui. Tu peux regarder des images qui bougent et tu comprendras qu'il y a des méchants qui se battent vraiment. sûr, contre, Bah, je suis Ouais, désolé, mais deux c'est quand même 2 tiers du film, des méchants un peu caricaturaux qui Oui, poursuivent bah les oui, personnages. c'est pour hein. ça, Allez, c'est parti. Passons aux spoilers parce que je vais le démonter. Vas-y, Alex, bon, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce que disait Maxime? Ouais, si on peut rentrer dans le Dans vif les- du vas-y, on sujet, peut. dans le scénario, bah ouais, carrément les antagonistes. Donc ou allez, partie Wardex, spoilers, on vous partie prévient, spoilers. si vous n'avez pas vu le film, fuyez. Fillé. Non, mais moi, carrément, effectivement, la séquence finale où on a les révélations sur les personnages principaux, sur les traumatismes, où on rentre dans le personnel, c'est hyper intéressant. Mais putain, mais qu'est-ce que ça arrive tard dans le film? Pour moi, c'est hyper long pour arriver à des révélations intéressantes et pour vraiment utiliser le concept de son film. Parce qu'en fait, il nous met en avant, effectivement, que voilà, les personnages sont intraconnectés avec l'espèce extraterrestre et il y a un lien fort entre eux, l'espèce. Bon, c'est deux personnages encore une fois. Oui, mais ces deux personnages-là, en attendant, pendant tout le film, on sent qu'ils vont avoir, qu'ils ont une importance, ils ont plus qu'une importance, ils sont même essentiels au récit. Et en fait, pour arriver au moment où ils deviennent vraiment essentiels, on passe 1h30 dans une course-poursuite FBI, bon c'est pas le FBI, c'est Wardex, mais Wardex, protagonistes qui sont en train effectivement de faire des courses de voiture pendant 2 heures, alors que sans aucune séquence réellement spectaculaire, parce que c'est pas ça qu'il veut. Effectivement, il va amener une forme de frustration, mais pour moi, du coup, il a le cul entre deux chaises où il nous montre un film de course-poursuite, et en même temps, on est sur un film de course-poursuite qui ne va jamais au bout de sa course-poursuite. Du coup, en fait, moi, je suis constamment dans en fait, quel film il essaie de me montrer. Est-ce qu'il essaie de me raconter un propos qui a du fond et où la forme vient appuyer le fond, ou est-ce qu'il essaie vraiment de me monter un grand spectacle? Et pendant 1h30, j'étais en mode je sais pas exactement en fait si je dois me mettre dans un mode d'appréciation d'un spectacle ou dans un mode réflexif autour d'un film Après, sur les extraterrestres. Comme le disait Maxime tout à l'heure, le fond, je pense qu'il a raison, c'est qu'il parle beaucoup. Le sujet presque central du film, c'est la religion, c'est son rapport quasi religieux à l'OVNI. Je pense qu'il croit, enfin en tout cas dans ce film il donne la réponse sur le fait que lui il pense qu'il y a c'est même probable qu'il y ait de la vie ailleurs. Non, c'est pas probable, c'est sûr, il l'a déjà dit plein de fois, il a énormément dit durant la promotion du film. Oui, Mais voilà. ça tout le monde le sait en réalité. Il y a la Mais je suis avec religion lui. comme elle est, il y a un très beau discours d'ailleurs sur donc la copine du personnage de Josh Connor, donc de Daniel, qui est religieuse et qui se questionne sur le fait que Dieu ait pu Bon, elle créer est pas religieuse, du coup elle a raté. Oui, voilà. Elle a Oui, mais raté elle le fait s'interroge. d'être Elle y devenue croit, vraiment hein, sœur, mais en tout cas, oui. Elle est pas sœur, mais elle est religieuse dans le sens où elle y croit en tout cas. bien sûr. Et elle se est pose très la croyante, question sur ce que Dieu aurait pu créer sur Terre et sur on lui l'impact dit- que ces fameuses révélations vont avoir C'est ça, sur sa propre sur foi. sa propre foi. Et je trouve que pour le coup, c'est un propos qui est hyper intéressant parce que c'est vrai que souvent la science et la religion peuvent s'opposer sur beaucoup de sujets, notamment parce que la science va venir démonter beaucoup de théories dogmatisme, religieuses, beaucoup de théories religieuses, et la science
peut tout aussi être dogmatique sur plein d'autres sujets, en ne laissant pas la place à d'autres aussi théories. C'est ce qui fait que des fois on s'enferme dans certains chemins. Et que la science devient elle-même finalement quelque Oui, part voilà. une forme de croyance. Parce que quand vous écoutez beaucoup de chercheurs, ils ont l'habitude d'être contredits en permanence Ah. pour remettre en question leur propre théorie. Et des théories sont toujours remises en question encore aujourd'hui. Du coup, je trouve que l'opposition de ces deux dogmes était hyper intéressante. Et le fait que la bonne sœur lui dise, en fait, oui, on dit que l'humain est la plus belle chose que Dieu ait créée sur Terre. Mais sur Terre. Et, Oui, moi aussi j'ai trouvé ça sympa. Voilà, c'est quand même un petit clin d'œil. T'entends ma joie. J'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé ça sympa. Aucune profondeur, mais j'ai trouvé ça sympa. Mais voilà, tu vois, c'est aussi qu'il Non, parce que il- si vous il voulez, a on parle pensé de Jane, hein. D'une profondeur. Mais quelque part, Jane, je pense que tous les personnages servent à symboliser quelque chose en fait. Oui, que l'humanité n'arrive pas à dialoguer non, ou à non. s'écouter même. Bah, non, tu es en train de troller là, c'est pas intéressant. Non, Jane représente finalement ce scepticisme, ou en tout cas cette peur chez les religieux, chez les gens attachés en fait à une forme de croyance terrestre, à Oui. une forme vraiment de construction au monde depuis l'enfance, à ne pas pouvoir en fait remettre en question un bouleversement tout simplement de l'ordre des choses et de l'ordre en fait tout simplement de l'univers. C'est ça toute la question du film, effectivement. Ouais. Il essaie de s'intéresser à l'humanité et non pas à l'alien. Et que finalement, si tu regardes, ce qui est incroyable, c'est qu'on est quand même actuellement dans une époque où depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir, bon, t'as quand même des évangélistes très clairement qui sont à la tête de la Maison Blanche, en tout cas les représentants des évangélistes à la tête de la Maison Blanche. T'as un traditionnalisme religieux qui est devenu qui est revenu vraiment sur le devant de la scène, et quelque part Spielberg, C'est les soutiens de Trump. Hein. C'est clairement les soutiens de Trump, Parti, ouais, bien au sein sûr. du parti républicain, c'est eux qui contrôlent le parti républicain même en grande Mm, partie. et quelque part Spielberg déjà d'une te montre que ce pouvoir trumpiste, alors certes il est mal caractérisé, je suis d'accord, il est caractérisé de manière un petit peu superficielle à travers le personnage de Colin Firth, mais c'est quand même finalement les gens qui sont aux manettes, les gens qui décident, c'est quelque part des gens qui viennent du privé. C'est encore une fois, Ouais, mais le pouvoir étatique américain a été supplanté, a été remplacé, je veux dire, par des gens qui viennent de l'entrepreneuriat. C'est ce que clairement te montre le personnage qui est antagoniste, qui est joué par Colin Firth dans le film. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant, notamment sur une scène intervient vraiment, ça fait 20 minutes peut-être que le film a commencé, c'est-à-dire que O'Connor est parti, il a pu échapper avec la super manette, on en parlera peut-être tout à l'heure. Il a pu échapper. Bon, ça c'est une grosse facilité du film la des fois. manette. Mais attendez. Oh, la Et manette du coup, de il se retrouve en télékinésie. cellule de crise un peu en sachant mais qu'est-ce qu'on fait quoi finalement, c'est-à-dire que il y a deux représentants, je crois qu'il y a le ministre de la justice et il doit y avoir quelqu'un aussi pas de la justice mais de la l'armée, défense en et de En tout l'armée. cas, oui, t'as le chef du bureau fédéral qui dit on peut balancer 12 000 agents. Ouais, voilà, c'est ça. Et lui, en fait, tu vois qu'il dirige totalement la situation et qu'il a pris le contrôle finalement sur les prises de décision au même. Enfin, Le privé, dans le est plus gouvernement. le privé Ah ouais, a un pouvoir monstrueux sur l'État. Mais concrètement, Alors, pour moi, c'est presque caricatural ce moment. Pour moi, c'est le moment où il sort de la. C'est en moi- train de devenir ça, les États-Unis. Oui, mais bah, c'est Peut-être, mais déjà en ça attendant, depuis pour très moi, longtemps, il sort de la Pas depuis pièce, très longtemps, il est mais- bouleversé par la situation, ils sont sur un moment d'extrême urgence où absolument les informations ne doivent pas fuiter, et il sort de la pièce et il fait non, on n'envoie pas la cavalerie. Oui, mais lui, d'un je gère revers, tout. oui, mais lui, d'un Je gère tout, revers de j'ai main, en rien. fait, il balaye encore une fois l'autorité que devrait avoir la puissance étatique, quoi, tu vois. Moi, je trouve ça qui montre, effectivement, en fait, pour à moi, travers c'est un. Mais on en a parlé légèrement, mais pour moi, c'est un manque de prise de risque, effectivement, du fait que les États-Unis Et c'est ne jamais sont jamais représenté comme ça. notés. Oui, mais pour moi, je Après, trouve on que les parle des États-Unis. il y a un an, il y avait Elon Musk dans le gouvernement Non, mais américain. c'est ça. tu vois. Oui, encore une peut-être, fois. mais pour moi, le truc, c'est qu'effectivement, pendant tout le film, on ne critique pas le fait que c'est les États-Unis et le ministère américain qui fait en sorte de cacher la vérité au peuple, mais c'est juste les entreprises privées. On ne remet jamais en question la puissance états-unienne. Ah, si, tout à fait. Étant donné Moi, qu'on j'ai te pas trouvé. raconte, encore une fois, quand tu remontes, que au tout départ, encore une fois, que l'arrivée des extraterrestres, ça démarre de Roswell, donc si je me souviens bien, en 47, et que Oui, de c'est ça. 47 à 73, Wardex n'existait pas, et que c'est après qu'ils sont arrivés. Donc tout ça a été géré par le gouvernement américain jusqu'au début des années 70, et ensuite, au fur et à mesure des choses, c'est cette entreprise, encore une fois, qui a pris le contrôle de la dissimulation. Donc ça t'est montré effectivement de manière furtive. Je suis d'accord qu'il fait pas une thèse là-dessus, mais il t'explique clairement ça dans le film. Et donc c'est sur ça que pour moi ça paraît totalement actuel. C'est que on est quand même dans une ère des dossiers Epstein, de tout ce que en fait finalement le gouvernement américain avec la complicité
du coup de MAGA, bien sûr, mais aussi des entreprises en fait multinationales aux États-Unis, occulte totalement en fait sur énormément de dossiers, sur énormément de choses qui devraient être dévoilées et qui finalement sont occultées au grand public, quoi. Mais moi c'est un peu là ma frustration du film, c'est ce que je disais, c'est que moi la course poursuite voilà de la société de la société caricaturale, peut-être que c'est une excuse, mais en attendant moi j'aurais préféré effectivement un film où on a peut-être pas une représentation très délimitée de la figure d'antagoniste au sein, enfin voilà, en créant une entité de société privée. J'aurais bien aimé peut-être en fait qu'on n'arrive pas à nommer ou à personnifier la figure des services secrets qui veulent garder les secrets, et qu'on reste plus sur un film d'espionnage plutôt que sur un film de course-poursuite. Ça c'est peut-être ma frustration première du film en fait, c'est qu'on reste sur une théorie du complot qui amène des menaces autour d'un monde de théorie du complot. Tu veux que je te dise, malgré tous les points positifs que j'ai soulevés sur le film, sur la représentation on va dire politique, je suis d'accord avec toi. Je pense que la dynamique on va dire du techno-thriller, voilà, tu vois. C'est ça. Bah, film d'action en fait. Ça aurait été super intéressant. Là, c'en est plus ou moins un, mais qui est bassiné encore une fois d'une énorme course-poursuite qui, au final, ne sert pas à grand-chose dans le film. Je suis d'accord. Et là, pour moi, c'est la dimension un peu éculée du long-métrage qui baigne encore voilà, dans un certain confort d'intrigue qu'il a déjà développé de nombreuses fois, quoi. Non, c'est vrai. Après, voilà, c'est on est quand même. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans ce film, et j'ai vu que c'était quelque chose qui avait été beaucoup critiqué, notamment dans les midis de culture, c'est marrant, avec Adrien Desnouettes et une journaliste du Monde, j'ai oublié, Muriel Joudet, je crois. Oui, j'ai écouté aussi. Ils ont démonté le film, je trouve, d'une manière très puérile. Enfin, il parlait notamment de la fin et de l'autocitation de Spielberg à ses propres films, notamment dans les images d'archives. Parallèle à la liste de Schindler, enfin honnêtement. Oui, alors le parallèle avec la liste de Schindler, mon Dieu, quoi. Je sais pas où ils l'ont trouvé, mais parce qu'ils avaient besoin de dire que Spielberg était quelqu'un d'indécent et qu'ils faisaient des parallèles historiques d'une manière totalement ignoble, parce que ça a été reproché. Tout en disant qu'ils adoraient tous ces films. Oui, non, mais voilà, c'est ça. Mais globalement, oui, ils parlaient notamment donc de cette autocitation et que moi je trouvais intéressante parce que et aussi de ce rapport au retour à la figure de l'alien qu'on avait dans les années 70, c'est-à-dire les petits zones verts, hein, enfin c'est cette imagerie qu'il a développée depuis celle de rencontre du troisième type et qu'il a gardé pour ce film-là. Vous pouvez pas changer la gueule de l'alien, bordel. Non, c'est dans la continuité, c'est bien qu'il fasse ça, c'est pas son rôle d'amener une nouvelle imagerie, tout simplement. Et pour moi c'est intéressant parce qu'il y a même un moment, une image d'archive où on voit des policiers voir un vaisseau décoller qui m'a vraiment fait penser à la scène de fin, pour le coup, de rencontre du troisième type où le vaisseau décale, même si c'est pas la même chose. Mais voilà quoi, on est sur déjà, enfin, c'est une scène de révélation. Enfin, toutes ces images d'archives qui sont montrées, la séquence en elle-même est déjà assez, je trouve, intéressante, exceptionnelle. Moi, je la trouve géniale. Après, Alix s'est foutu de la gueule de la séquence en sortant du film. Alors, sachez que moi, je travaillais à la télé. Si on pouvait balancer des médias aussi facilement. Ah, voilà. D'où tu rentres dans la salle de régie avec une si grosse facilité. Ça serait super. Ah oui, parce qu'il y a une clé USB qui fait tous les programmes. Après, ce n'est pas un documentaire. Mais voilà, vous savez, quelque part, c'est une fiction hollywoodienne qui veut traverser des questions à un moment qui sont compliquées à aborder par un prisme seulement réaliste. Attends, et au moins il a mis des petites barres de téléchargement avec tous les gigas. Oui, c'est ça. Et puis il y a un détecteur anti-IA, quoi, quand même. C'est vrai qu'il y a un détecteur anti-IA. Ça m'a fumé, je l'ai revu tout à l'heure. Non, mais ça se voit que par contre, c'est vrai que ça m'a fait rire parce qu'on voit qu'il s'est dit merde, il y a l'IA. Comment je ferais ça dans mon film? Parce qu'en fait, c'est vrai que les gens peuvent se dire non, mais c'est l'IA. Tout le monde se dit ça. Et donc il a essayé de le. C'est pour ça que il a répondu à la question. Voilà, il a dit. Il y a un détecteur. Oui, non, c'est bon, ils ont un détecteur, t'inquiète. Alors que si c'était si facile. Pixels réels identifiés. Bon, ce qui pour le coup existe aussi. Non mais bien sûr. Mais oui, en tout cas toute la séquence de révélation, moi je la trouve assez maligne parce que déjà il y a ce rapport à l'information. Puis à la sidération directe. À la sidération directe et évidemment il reprend. Bon, maintenant c'est cuit, on en a parlé déjà en 2004 avec les Paranoia Agent, si vous vous rappelez bien, avec Satoshi Kon, mais les gens sur les portables. En fait, maintenant tout se vit en direct en fait. Et donc l'information arrive en direct et évidemment tout le monde va avoir la primauté sur l'information, et donc il y a aussi la sidération même de la présentatrice qui n'arrive pas à commenter les images. La vie de chacun s'arrête pendant un instant. Exactement. Le montage est dingue, hein. C'est vrai qu'effectivement pour le coup le Disclosure Day quand il arrive il fait plaisir. Moi j'avoue qu'effectivement j'ai été un petit peu laissé à côté par le film.
enfin arriver à Et pas l'île avare en Discovery. images non plus, quoi, tu Ouais, vois. voilà, c'est Non, ça. non, Oui, effectivement. c'est Ils ça, ont c'est mis ça quand qui est même bien, des parce images. qu'il aurait pu ça dire fait non, plaisir. vas-y, je montre rien. Oui, oui. Les gens se rendent compte. Allez, 2-3 petits aliens par-ci par-là, mais non, là, on a des vraies images Puis d'archives. même le passage de C'est le rêve pour les l'information complotistes, d'une chaîne hein, à cette l'autre. Oui, c'est ça, Ouais, c'est vraiment le. carrément. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de forums qui vont utiliser les images de Spielberg, Très clairement. mais C'est pas en, faux. en Full HD en plus, alors que c'était en 47. Mais oui, non, c'était. Moi, je trouve la séquence assez merveilleuse en fait, et assez intéressante, et ça m'a presque donné envie qu'elle soit réelle, quoi. C'est parce Pareil. que évidemment que on a tous envie qu'il y ait un autre nous, quoi, une deuxième vie sur Terre, et que ce moment de la révélation Nous fasse méditer par rapport à notre oui, propre voilà. condition humaine et Bien ce qu'on est sûr. en train de faire du Exactement. monde. C'est Et- clairement ce qu'explique et le Qu'on film. regarde évidemment, tous dans les- la même direction. En plus, les ovnis de Spielberg, si tu veux, ils sont gentils. C'est pas Alien de James Cameron ou voilà, on n'a pas on n'a pas peur d'eux, on a plutôt confiance en eux. Ils sont même meilleurs que les humains quelque part. Oui, ils sont Et- décrits pendant tout le film comme étant des Voilà, êtres c'est- suprêmes, enfin théoriquement. C'est ça, et c'est un futur enviable et qui fait aussi plaisir, quoi. Et ce moment est tellement attendu que quand il arrive, parce que on pourrait se dire il balance les images, elle va parler à la télé, et là, finalement le film s'arrête sur un autre moment où elle va parler. Mais elle Ça va va par la quand télé, même et là ça frustrer coupe. des gens à la fin, Ouais. hein, je peux te le dire, hein, parce qu'on va, Évidemment. si vous voulez qu'on en parle On peut maintenant, en parler, si tu veux, on en est parle dans le spoil. désordre. Hein, là, Oui, ça n'a- ce n'est pas grave. Alors, on parle là de la partie finale, le disclosure partie day, finale, disclosure la day. révélation moi, autour de l'alien. je l'ai revu, du coup c'est la deuxième fois que je le voyais aujourd'hui, je l'ai revu tout à l'heure. La fin de ce film, vraiment la toute dernière séquence, je trouve que c'est un des plus beaux gestes de cinéma de sa carrière. Vraiment, en la revoyant, ça m'a foutu quasiment les larmes aux yeux. Je trouve ça absolument formidable parce qu'il a absolument pas peur du ridicule, il a absolument pas peur du grotesque. Et pour moi, il y va, Alix hein. disait tout à l'heure, il apporte aucune réponse. Mais justement, moi je trouve que tout ce qui est intéressant dans ce film et tout ce qui est vraiment passionnant, c'est qu'il ouvre que des questionnements en fait. Et que c'est pas pour rien, encore une fois, s'il finit sur le fait que on ne sait pas ce qui va se passer après. C'est-à-dire que le Disclosure Day est arrivé. En gros, à la fin, la personne, en tout cas l'extraterrestre qui dirige toute cette espèce-là, est sur le plateau avec eux, commence à communiquer avec le personnage de Josh O'Connor. Emily Blunt, du coup, Josh O'Connor traduit Emily Blunt, et Emily Blunt s'apprête juste, il y a un léger travelling, on revient sur Emily Blunt, du coup, derrière une caméra. On la voit dans le petit écran de la caméra, et là Emily Blunt s'apprête, du coup dit juste le mot écouter, et là le film se stoppe, et on a ce sentiment qu'en fait on a passé tout un film à réfléchir même à ce que représente ce phénomène en fait dans l'espèce humaine, à ce que ça va bouleverser à la fois politiquement, ce que ça Il va faut dire engager qu'on est, religieusement, philosophiquement. On est, et que finalement- on est à la veille de la Troisième Guerre mondiale. À la veille de la Troisième Guerre mondiale aussi, et que finalement, en fait, tout reste Après, c'est peut-être de notre de- côté à inventer, Mais à c'est essayer de réfléchir pour savoir qu'est-ce qu'on fait de tout ça en C'est fait. peut-être de mon avis de spectateur ou peut-être de connaisseur, en tout cas du cinéma de science-fiction de Mm. Spielberg. Mais en fait, moi, tout le long, la question de est-ce que l'humanité va supporter cette réponse, en tout cas cette découverte de la vie extraterrestre, en connaissant l'optimisme de Steven Spielberg et aussi la vie extraterrestre qu'il a inventée lui-même, qui est globalement bienveillante, mais effectivement, je vois pas le questionnement comme quelque chose qui va vraiment être une problématique complexe, profonde. Parce qu'en fait, très rapidement, moi je me dis, l'humanité est tout à fait en capacité d'accepter cette vérité. Donc effectivement, ça devient un objectif en soi Ça, tu le pour sais pas. Hein. l'antagoniste. Mais non, tu le sais pas, Et mais moi, littéralement 10 minutes après la révélation des images et le film après, moi fini, tout quoi, le tu vois. long du Donc, film, tu je ne me sais dis, pas comment ça va se passer. moi, à la tout suite. le long du film, j'ai l'impression que le Disclosure Day, je sais que ça va être un moment de cohésion humaniste globale. Non, je c'est un me moment dis de pas bascule, du tout que c'est un moment décisif. mais en moi, fait. je me dis pas que Et ça tu va dis être une ça parce crise. que c'est un Spielberg aussi. Bien sûr, mais du coup, dans son cinéma, quand je vois tout ce film, je me dis, je sais que la réponse va être une réponse bienveillante, ou en tout cas, la réception de cette découverte va être quelque chose de bienveillant et d'espérance. Je suis pas dans un mystère de est-ce qu'on va bien ou mal le prendre. En tout cas, on parle souvent de ça dès qu'on parle de la question extraterrestre au-delà du film de Spielberg, c'est-à-dire prendre conscience de notre petitesse au sein de l'univers et de la possibilité en fait que nous ne sommes pas seuls au sein Et de puis l'univers. justement, Fait relativiser sur nos propres actes en fait et sur notre propre autodestruction actuellement au sein du capitalisme. Finalement, c'est totalement ce qui se passe dans le film aussi, quoi, tu vois. C'est-à-dire que Ouais, mais les deux personnes, notamment le personnage d'Emily Blunt, qui est investi encore une fois par l'entité extraterrestre, est là pour quelque part déclencher des révélations et des épiphanies
chez chacun des personnages en fait qu'elle va confronter dans le film. Donc ça se matérialise de manière extrêmement simple. Après on peut lui reprocher sa candeur, tu vois, mais moi je trouve ça quand même plutôt beau la manière dont il fait, Mais c'est-à-dire justement, qu'avec un simple mouvement de caméra en fait elle va reprendre la forme et l'incarnation de proches Ça, je pour suis- essayer d'aborder les traumatismes de chacune des personnes en fait qu'elle rencontre. Je suis d'accord. Je trouve Ça- l'idée super belle. Non, mais ça, c'est super beau. C'est justement, j'adore ça. Mais c'est justement pour resituer le film dans le cinéma de Spielberg et dans son Ouais. cinéma hollywoodien. C'est-à-dire que dès le début du film, mine de rien, quand il y a une première révélation sur ce que essaie de cacher Daniel, il le montre à sa petite amie et elle est dans une empathie instantanée par rapport aux images qui lui sont montrées, à savoir des images de torture, des extraterrestres. Et pour moi, dès ce moment-là, je sais que globalement, dans les films de Spielberg, l'humanité est bonne. L'humanité est pleine d'espérance et d'empathie. Non mais toi t'as pas assez vu les films Voilà, de elle est pas Spielberg, bonne, je pense, hein. l'humanité quand même. Elle est pas bonne, mais non, elle est pas bonne parce que Ça c'est les dépend, antagonistes, mais c'est les, tu c'est les caricatures. méchants, c'est les méchants du Non, film. mais l'humanité Mais en chez attendant, le Spielberg, reste des du fois, elle est peuple. très sale aussi. Enfin, honnêtement, je pense que tu caricatures vraiment. Dans les grands films, les grands spectacles, dans Ready Player One, dans Tu trouves les adultes Rencontre- vraiment bons, même dans les films les plus naïfs comme E.T., toi les antagonistes le sont, mais les adultes ils sont pas mauvais. Hein, Les adultes, ils sont pas indubitablement. mauvais. Ils exploitent vraiment le E.T. pendant Mais tout le c'est film. les forces spéciales, c'est toujours les antagonistes des c'est ce que je te gouvernements. Non, non, mais tout est filmé à point le de vue peuple, d'enfant. mais sauf que la question dans ce film, c'est la question du peuple, c'est la question de l'humanité globale. Bien sûr, mais ça pose des grosses questions démocratiques aussi, parce que quelque part, le dévoilement, encore une fois, de ces documents, tu peux voir ça comme une forme de parabole pour parler clairement, en fait, de l'incapacité qu'ont les gouvernements actuels occidentaux à ne pas infantiliser une population et à être clair en fait et transparent au sein d'une démocratie quoi. Ça pose toutes ces questions là aussi, et à l'ère de la post-vérité, encore une fois sous Donald Trump, de la manipulation et du mensonge à outrance à travers les médias et la machine médiatique, je trouve que ce film quand même est vraiment dans son époque quoi, pour le coup. Je comprends. Parlons d'un objet dont on n'a pas encore parlé. Ce bâton bâton magique qui te permet. Pierre plutôt que bâton. Oui, c'est une pierre magique qui en la serrant fort, te permet d'accaparer plusieurs pouvoirs qui ne sont pas vraiment expliqués, on doit le dire quand même. L'alien remote. En tout cas, ce qui est expliqué, c'est que cette fameuse entreprise, donc Wardex, elle ne fait pas que dissimuler des documents, c'est-à-dire que c'est elle qui Elle détient de la technologie extraterrestre. voilà, qui procède en fait à toute l'ingénierie et toute la technologie en fait extraterrestre et qui essaye de l'exploiter. Et on le voit en fait, ils sont tellement idiots, ils sont tellement méprisants, ils n'ont tellement pas de recul qu'ils n'arrivent même pas à la contrôler. Non, ou alors à moitié. Parce qu'en fait, on voit très clairement que le personnage de Colin Firth ne fait aucunement confiance à l'espèce extraterrestre et a décidé en fait quelque part de s'accaparer comme tout bon impérialiste Tout à fait. et américain qui existe. Et bon, quelque part, il en chie quand même beaucoup dans le film pour essayer de maîtriser cette fameuse petite commande, manette, je sais pas comment l'appeler, en tout cas pierre magique. Après effectivement ouais, il aurait pu peut-être trouver autre chose dans le film, même si finalement toutes ces espèces de séquences où en gros quand on tient la pierre, ça nous donne la possibilité, enfin ça donne la possibilité surtout au personnage de Colin Firth de s'incarner, de prendre le contrôle en fait du corps d'un autre individu. Voilà, donc c'est à la fois une sorte de télépathie. Je comprends pas trop, parce que ça permet de rentrer dans l'esprit et d'avoir un dialogue, Oui, c'est une ça. communication à distance, Et tel de un Skype contrôler du aussi. futur. Ça permet de Et faire en à même peu temps près de... tout. Ouais, Ça permet de créer une connexion avec un deviens individu. instantanément Dr X, enfin Professeur X. Non mais c'est Même si ce n'est pas sans risque pour en tout cas les êtres humains qui les utilisent. Ah bah ouais, oui. concrètement il faut l'utiliser Il est avec un censé gant avoir- et il y a puis un tu contre-coup. comprends en fait qu'il y a aussi une confrontation mentale qui se crée entre les deux individus, entre en tout cas celui qui va essayer de rentrer dans la tête de l'autre. Et effectivement ça s'est abordé, je trouve, de manière plutôt originale quand tu prends un peu de recul, entre du coup le sceptique qui veut, du coup, qui est le personnage de Colin Firth, qui veut absolument pas faire confiance à la population, qui infantilise tous ses salariés et qui a décidé finalement de mener une quête totalement mégalo pour être le seul plus ou moins au courant de cette technologie extraterrestre et d'en faire quelque chose. Et en fait, il va être confronté à quand même celle qui est en crise quasiment existentielle, qui est la petite amie de Josh O'Connor, qui elle est en train de remettre quelque part
les fondamentaux en fait de sa pensée en question depuis que son christianisme en a pris un coup, quoi. C'est ça. Donc Alex. je trouve ça mentalement intéressant de les confronter tous les deux, quoi, tu vois, parce que c'est vraiment deux profils totalement différents, quoi. Un avis Ouais. sur le bâton magique, pierre magique, etc. Voilà, Est-ce que moi, tu as trouvé l'objet intéressant dans son Deus ex utilisation? machina. Ah ouais, non, mais carrément. Enfin, l'objet est dès le départ montré comme étant quelque chose d'extrêmement dangereux. Puis après, en fait, cet antagoniste qui nous a mis en avant le fait qu'il est extrêmement dangereux, il l'utilise 17 fois dans le film derrière. Oui, ça c'est vrai que. Mais et d'ailleurs, en fait, C'est un peu la facilité, oui. il ça, est c'est sûr. dangereux jusqu'à ce qu'il s'autodétruise. On va dire que je pense qu'il a compris. Oui, c'est vrai, Que- parce que, que aussi et à dans la son fin, scénario ça que- devient un réacteur électrique, hein, quand même, l'objet. Non, vrai. si tu regardes bien, la seule manière dont il est détruit dans le film, c'est parce que le personnage d'Emily l'usure. Blunt, qui peut utiliser. Qui l'utilise beaucoup. Non, mais qui peut l'utiliser parce Oui, que oui. tout simplement, Elle après a une ce connexion. fameux événement dans la maison, en fait, elle arrive totalement à maîtriser la technologie sûr. extraterrestre. Bien sûr, en fait. Mais je pense que c'est aussi scénaristiquement un moyen pour lui de dire bon. Une bonne On peut- facilité, ouais. on peut Ouais, pas- ça va pas- Là, s'il ça a été utilise fait tout du le film, aussi, on hein, est, ça, c'est sûr. c'est la fin, quoi. Mais bon, il a raison. C'est une arme, intéressante. Heureusement que l'antagoniste avait ce pouvoir-là, parce que sinon, vraiment, il aurait été d'une inutilité quand même. Parce que si t'enlèves ce pouvoir, il sert vraiment à rien. Le mec, il fait des courses-poursuites, il trouve jamais les protagonistes, c'est tout. Bah oui, c'est ça. Tu fais péter des réacteurs. Péter des réacteurs. Non, mais honnêtement, c'est vrai que c'est on y revient, hein, mais c'est la grande déception du film, c'est qu'il n'a pas fait un film de divertissement et d'action comme il nous habituait depuis le début de sa carrière, tout simplement. Et je pense que, comme on disait tout à l'heure avec Alix, il aurait dû développer son film sur une autre modalité de genre, en fait. Ouais. Ça aurait été beaucoup plus intéressant. Et là, on parle de Colin Firth, que moi, je trouve vraiment ridicule sur certaines scènes. Vraiment, honnêtement, je ne crois absolument pas à Après, son personnage. pour moi, c'est le personnage, hein, c'est pas l'acteur en lui-même. Non, hein, mais si Colin Firth, c'est un mauvais acteur, à un moment, faut arrêter de défendre ce mec. Non, mais il surjoue tout le temps les situations. Quand il a l'air de vouloir être autoritaire dans le film, j'ai envie de me taper des barres de rire. Enfin, vraiment, on dirait mon oncle qui me dit arrête de déconner, tiens-toi bien à table quand j'ai 10 ans. Enfin, vraiment, c'est catastrophique. Est-ce qu'en même temps, comme dit Alix, son personnage n'est pas aussi quelqu'un de faussement autoritaire Oui. Est-ce que c'est pas une volonté aussi de le rendre ridicule? Oui, mais tu même vois ça fonctionne pas. À un moment, le mec, il a plus de 60 ans, tu vois. Prenez à la rigueur, je sais pas, un proto Mark Zuckerberg, tu vois. Voilà, qui aurait eu, je sais pas, Oui, 30, 35, 40 ans. Tu veux dire que quelqu'un de... Oh, il a 50 ans maintenant, sur... Mais quelqu'un de Oui, pardon, stoïque, pardon. tu Non, vois. je voulais dire à l'époque, on va dire. Oui, d'accord. ok. Où Facebook a explosé, quoi. En tout cas, voilà, quelqu'un qui est également faussement autoritaire, mais qui en réalité est un mec coincé, qui n'arrive pas à se faire respecter. Ça aurait été intéressant, mais finalement, c'est pas ça, en fait, le Non, personnage. il est vraiment censé inspirer une forme de terreur. Exactement. Ce qui est pas le cas. Et ce qui ne fonctionne jamais. Et je Mhm. pense pense que le pire, vraiment, c'est son adjoint. Son adjoint, je me tape des barres. Enfin, Mais vraiment. parce qu'il faut qu'on parle du disclosure. On dirait Stéphane qui a la machine à café, quoi, tu vois. Qui se Enfin, fait c'est- licencier sur le champ au moment où la révélation va arriver. Il se fait pas Un peu licencier, facile. il se fait pas Il licencier, se fait virer, quoi. C'est lui qui rage quitte, quoi. Il rage quitte. Il rage quitte, oui. C'est vrai que... Parce que juste avant le Disclosure Day, du coup, Si les t'as retourné ta veste, je m'en vais. Non, c'est vrai que. Ça, c'était quand même incroyable. En fait, moi, encore une fois, je pardonne parce qu'à côté, c'est passionnant ce qui Oui. est montré, quoi. Il y a une telle déflagration Oui, voilà, c'est ça. sur le Disclosure Day que. Bon, on l'excuse, ces petits défauts. Voilà, Mais, c'est des petits écarts qui font que voilà, le film n'est pas un très grand film, que c'était pas un des plus grands films de Spielberg, mais qui font ça reste, il y a des séquences qui quand même restent Mémorables. ancrées, Oui, oui. mémorables et Ouais, bien qui sûr. font aussi écho à son cinéma, voilà. Ah bah, on son- peut peut-être y venir, quoi. Peut-être juste avant, pour vous montrer à quel point le film en a rien à foutre d'être spectaculaire, et pour moi c'est symptomatique de tout le film. C'est vraiment la scène du train, quoi, où vraiment la voiture se fait prendre sous les rails du train, elle est drainée par le train, et là ils pètent du coup la vitre, le pare-brise, et ils se foutent sur le capot, et ils essayent du coup de monter dans le train avant que l'autre train qui arrive dans la direction inverse du coup les emporte et les écrase. Honnêtement, les fonds verts sont vraiment faits à la pisse, hein, sur Oui, cette non, séquence, hein. c'est- C'est Après, assez alors, catastrophique. moi, je vous avoue, Non, au cinéma, honnêtement. j'ai pas fait très attention. Alors Peut-être moi, que franchement, je l'ai j'étais vu en- 2 fois, ça m'avait sauté aux yeux, c'était flagrant à C'était quel marqué point par c'était la mal modélisation détouré. des animaux et des... Oui, après, et- et ce qui est intéressant, c'est que cette séquence, encore une fois, c'est peut-être 4 minutes. 4 minutes où on a cette énième sensation de est-ce qu'ils vont s'en sortir, est-ce qu'ils vont pas s'en sortir, est-ce qu'il va réussir à lui prendre la main du coup et à la ramener sur le toit du train ou à l'intérieur du train. On sait très bien qu'ils vont s'en sortir. Pour moi, ça fonctionne absolument pas, ces moments de suspense. Et le pire, c'est qu'en fait,
à l'intérieur du train, finalement, on revient sur une scène d'intimité avec ces fameux instruments et ces fameux pianos Oui, qui sont à très la fois belle. le traumatisme du personnage de Margaret, joué par Emily Blunt. On va en savoir plus ou moins quelque chose quand on verra sa fameuse maison qui va être reconstruite. Et puis c'est aussi, de toute façon, le grand traumatisme de Spielberg, étant donné que sa mère a failli devenir pianiste professionnelle et que tout ça expliqué dans Fablesman. De toute façon, si vous voulez plus de précision, parce que je vais pas rester 1000 ans là-dessus. Mais en tout cas, sachez que de toute façon, que ça soit les ordinateurs ou que ça soit la musique, c'est quelque chose de primordial. Enfin, ce sont deux choses absolument primordiales dans les thématiques et dans le rapport en fait au traumatisme chez Steven Spielberg. Et c'est pour ça qu'il y a John Williams depuis le début et que la musique est aussi prépondérante. Et c'est pour ça que je vous ramène à la scène de fin de Rencontre du troisième type où il y a ces deux parents qui communiquent par du coup le biais d'un ordinateur du coup et d'une musique, tout simplement. Et il y a encore un personnage dont on n'a pas parlé, c'est celui de Coleman Domingo. Yeah. Alix, est-ce que tu veux Coleman Domingo, c'est Hugo. C'est le Hugo. Renoir. Oh là là. qui est l'homme qui C'est sait vrai tout. qu'il est très L'homme important. orchestre. Bah, en vrai, il est très L'homme important orchestre. dans le film, hein, mais. Mais il faut savoir que déjà, on le voit dans le film autour de gens qui s'affairent à monter un décor qui pourrait s'apparenter à un décor de cinéma. On comprendra C'est ensuite. le double de Spielberg, hein, C'est Coleman le- Domingo. ouais, bien sûr. Clairement, c'est le réalisateur. On comprendra ensuite qu'ils sont en train de reconstruire la maison de Margaret, donc pour lui faire rappeler ses souvenirs d'enfance. C'est le jour où on lui a inséminé quelque part le pouvoir. Donc les extraterrestres l'ont choisi pour lui donner le pouvoir. Avec le personnage de Daniel, du coup. Avec le personnage de Daniel au même moment. Une séquence donc absolument admirable. Ce personnage, moi je le trouve intéressant parce que en effet, toi tu dis que c'est le double Spielberg, on n'est pas loin de ça en effet, parce qu'il il sait déjà tout, il sait ce qui va se passer, il sait pourquoi il travaille. En tout cas, c'est lui qui a le lien le plus privilégié avec les ovnis ou les aliens, peu importe comment on les appelle. Et c'est Il est celui- clairement en collaboration, en fait, c'est ce qu'on apprend. Oui, à la fin voilà, du film, quoi. exactement. Et on se demande même qui c'est qui l'a retourné. Il explique ensuite à Colin Firth, au Que c'est grand son méchant. propre chef. Voilà. Et finalement, c'est en suivant son désir aussi qu'il a décidé Bon, de déjà, révéler tout ça. c'est ça. Déjà, quel acteur comme Domingo, il a une présence sur il a une chaque présence scène, c'est sûr. exceptionnelle. À chaque fois que je le vois dans un film, même des mauvais films, Moi, il sort du lot, quoi. Pour moi, il est encore un peu révélateur d'un des défauts du film. Pour moi, c'est que les personnages et les relations entre les personnages ne sont pas assez développés. Hein. Justement, entre l'antagoniste et ce personnage de Hugo, il y a une sorte de backstory et un relationnel qui est installé dans le film. Effectivement, mais le problème, même encore une entre fois, lui et et la Josh course-poursuite, O'Connor. le problème est que l'histoire se passe sur 2 à 3 jours. Je pense qu'effectivement, le film est trop touffu Et que pour tout ce qu'il a envie de Mais oui, dire. et vu les modalités du film, malheureusement, il met une énorme densité et effectivement, il va pas au bout peut-être aussi d'un conflit en fait idéologique qu'il y aurait pu avoir entre les deux, parce que c'est un conflit extrêmement intéressant. Bah, c'est des personnages qui définissent mais qui ne développent pas en fait. Ils sont détourés, ils sont intéressants et pourtant en fait, j'arrive pas à savoir si ce Hugo il a eu un point A, un point B dans le film. Pour moi, il est effectivement un Manitou qui contrôle tout, mais au final, est-ce que il m'a ému, est-ce que j'ai une forme d'empathie pour son histoire? Pas vraiment en fait. Ouais, après, bon, je pense que ce personnage n'est pas là pour que tu ressentes quelconques émotions sur sa trajectoire dramatique, tu vois. Moi, je pense que Mais c'est un peu le honnêtement, problème avec tous les personnages. Alors, moi, honnêtement, là où ça fonctionne, encore une fois, c'est la dernière partie avec les deux personnages principaux de O'Connor et de Emily Blunt, parce que ce que disait Maxence, effectivement, c'est que la séquence est admirable. C'est finalement un peu la représentation ultime du cinéma de Steven Spielberg, à savoir remonter finalement le traumatisme de l'enfance pour essayer d'éclairer le présent. C'est ce qu'il a fait à peu près toute sa carrière. Donc c'est pas une métonymie, mais en tout cas c'est une représentation allégorique en fait quelque part de ce à quoi s'efforce Steven Spielberg depuis Duel en fait, très clairement, enfin, en tout cas depuis Rencontre du troisième type plus précisément. Et en termes de mise en scène, parce qu'il faut peut-être parler de mise en scène à un moment, moi par exemple on parlait de modélisation 3D qui me dérangeait.
Là où ça va moins me déranger, c'est sur en fait cette séquence dans la maison, étant donné que Parce là, que c'est un rêve. Enfin, c'est pas un rêve, mais en tout cas c'est une recréation quasiment par la fable, quoi. Enfin, il y a cette référence à Hansel et Gretel, donc au conte, quoi. Et c'est pour ça que là, moi, le cerf me dérange plus. Donc Non, c'est plus sur l'oiseau au début et sur le moi, renard. l'oiseau, renard. j'ai revu le film tout à l'heure, ça va, ça me sort pas totalement. Non, le Là, renard, le là, renard. le renard, c'est compliqué, ouais. Le renard, c'est. Le renard, c'est vraiment ça C'est bave. surtout qu'il est ça sur un bave, plan, c'est- un plan très large où il est tout seul au milieu du plan. Donc Non, tu vois que ça, quoi. Cette séquence Je me en suis plus, fait c'est la même raté, réflexion quoi. que Cette séquence toi, est totalement oui. ratée entre les deux. Sur cette séquence de Le la petit maison prince. où en fait tous les animaux sont quasiment tous les animaux qu'on a vus le long du film sont là ensemble et modélisés en 3D de la même façon. Je me suis fait la même réflexion que toi sur le moment où je me suis dit ah bon ok c'est une vision, vas-y j'accepte, je le laisse passer. Oui, quelque part, Mais, elle revit dans sa mémoire le traumatisme, hein, Ouais, exactement. Ouais. par la technologie extraterrestre. Donc, moi, ce que je trouve absolument incroyable, en fait, c'est la transformation du décor, quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment aux allures du kitsch quand même esthétiquement. Enfin, faut le dire. Cette porte s'ouvre, la gamine rentre, et puis d'un coup, en fait, la caméra va rentrer. On a un espèce de fauteuil, donc là ça sent vraiment la séquence de psychanalyse, vraiment il y a le fauteuil vraiment qui est en train de léviter dans la pièce, la caméra du coup plonge comme ça dans la pièce au-dessus du fauteuil, et là du coup il y a un énorme travail de morphing à l'image où en fait tout le décor va se transformer dans un sorte de laboratoire un peu, enfin en tout cas éthéré, quoi, très bleuté entre le bleu et surtout le blanc, quoi. Et après on a surtout en fait ce plan du coup en mouvement qui va dévoiler que finalement le cerf du coup est ce fameux alien, et honnêtement le plan qu'il révèle, c'est un putain de travelling en morphing qui est quand même assez formidable, quoi. Oui, le c'est- plan, Enfin, il c'est passe une d'un œil trouvaille à vraiment, l'autre et l'œil du cerf devient Ouais. l'œil de l'alien. Non, Parce qu'en fait, le complètement dingue, visage c'est du complètement- cerf se ouais. transforme en visage de l'alien et ça se joue aussi sur le profil beaucoup. Ouais, c'est Et ça. on comprend que le nez est en train de, notamment le museau, C'est est la en train de se silhouette qui transformer. change au Voilà, fur et à c'est ça, mesure ouais. en fait de la progression. Et la silhouette de qui la ressemble à caméra. celle d'un cerf finalement, Mais de c'est la la façon dont gigaclasse, c'est ça, filmé. pour le Ouais. Non, mais ça c'est formidable. Mhm. Et encore une fois, oui, tout le symbolisme du cerf, quoi. C'est-à-dire que le cerf aussi, j'ai fait mes petits devoirs du coup sur la religion, je ne connaissais pas tout ça. Ça symbolise du coup le messager, quoi, au sein de la religion, quoi. Donc quelque part, qu'ils soient reliés beaucoup en fait aux personnages, c'est pas pour rien, parce que eux-mêmes vont délivrer une parole qui en soi n'est pas leur parole, mais qui est celle de l'entité extraterrestre, et vont agir, notamment le personnage d'Emily Blunt, comme des messies, quoi. Donc quelque part des gens qui ont à délivrer un message, une Oui. parole, une croyance, et qui vont essayer de convertir les autres. C'est clairement ce qui se passe dans le film, quoi. Et d'où le moment que j'adore quand elle s'apprête à rentrer dans la maison, quoi. Elle découvre vraiment qu'ils ont recréé sa maison, Emily Blunt. Et d'un coup, en fait, il y a une des agentes, quoi, de Hugo, qui va se mettre à genoux, en fait, et faire une prière, et elle va juste dire non, je ne serai pas ta religion, en fait. Et donc là, C'est on un voit peu- quand même c'est vrai qu'il que y c'est un a, voilà, il y a une conscientisation, en fait, de la croyance, et en même temps, il y a dans cette scène-là la dangerosité du dogmatisme aussi, qui est parce qu'elle a clairement pas envie de toute façon de devenir leur dogme et de devenir leur prophète, quoi. Alix, un dernier mot? Un dernier mot, j'ai à peu près bien exprimé globalement ce qui me dérangeait dans le film. Non, mais le film est quand même intéressant parce qu'effectivement il développe plein de choses, il est très touffu, donc dans tous les cas il y aura des choses à dire si vous allez le voir. Quand même, allez-y, faites-vous plaisir parce que ça reste un film de Steven Spielberg et que monsieur est vieux, donc il faut profiter de tout ce qu'il a à nous offrir C'est la jusqu'à même chance aujourd'hui. finalement de découvrir encore un de ses films, Bien quoi. sûr, et Au surtout cinéma, un film de ouais. science-fiction. Enfin, malgré tout ce que j'ai à lui reprocher, j'ai été ravi de voir ce film et voilà, j'espère qu'on en aura encore d'autres. Maxime? Je suis sur la même position qu'Alix, quoi. C'est-à-dire que je suis peut-être un peu plus enthousiaste que lui, ça c'est sûr, mais je reconnais quand même de grosses défaillances au film. Je trouve qu'il aurait dû, encore une fois, plonger dans un autre genre pour aborder tous les sujets
qu'il aurait aimé aborder. Après, encore une fois, il me laisse dans la tête énormément de questionnements et énormément d'interrogations concernant les sujets qu'il veut traiter, et je trouve ça passionnant en fait qui, encore à 79 ans, soit capable de traiter cette question en fait de l'OVNI d'une manière, encore une fois, originale, parce qu'il n'avait jamais fait de cette manière-là, et honnêtement personne fait... alors les modalités de son scénario effectivement sont issues de ce qui a pu déjà se faire en science-fiction, et j'en suis pleinement conscient, et c'est vraiment les problèmes du film. Par contre, l'approche, je la trouve quand même vraiment singulière, et je trouve qu'aucun film de science-fiction ne ressemble à ça depuis 10 ans dans le cinéma américain. Et rien que pour ça, bah voilà, c'est quand même fait précieux, plaisir, quoi. ouais. Ça fait vraiment plaisir, quoi. Eh ben très bien. Et toi, Maxence? Oh, moi, vous savez, je suis sur la même T'es la ligne que Suisse. vous. C'est la... j'ai un peu... Non, mais moi, je pense que j'ai presque un peu plus aimé le film... Enfin, j'ai plus aimé le film que toi, Alix. Je pense que je l'ai... Toi, Maxime, t'as l'air de l'avoir vraiment beaucoup aimé. Non, je l'ai pas beaucoup aimé. Je l'ai Voilà, bien aimé. Du coup, bon, je suis un peu sur la même ligne que vous deux, finalement. Je suis vraiment la Suisse. Non, mais voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir un film de science-fiction à gros budget, un peu blockbuster, de cet acabit-là aujourd'hui, ça fait du bien et ça fait plaisir de voir de la qualité au cinéma. Voilà, de 2h25, les 2h25 passent très très vite. Je les ai, moi en tout cas, voilà. Alix c'est emmerdé. C'est C'est parce que c'est un faquin. Et moi, Dès que moi, vous aimez le cinéma, vous inquiétez pas, sur chaque séquence, il arrive de toute façon à déployer oui. un langage tellement Tout à- passionnant que... En plus, il faisait très très chaud dans la salle une des halles, donc je peux vous dire que j'avais vraiment pas de bonnes conditions pour le voir. Mais voilà, j'ai beaucoup apprécié mon expérience et je vous ouais. encourage à aller le voir. Il va être, je pense, en salle encore un mois à deux. Ouais, il va rester un bon mois. Il va rester un bon mois, et moi j'avoue, je suis très impatient de voir vers quoi maintenant il va se diriger, quoi. Ah, Parce bah, que la bon, mort, là peut-être. c'est quand même comédie musicale, film autobiographique, et maintenant Est-ce qu'il va refaire un film retour aux sources, mais en même temps il boucle la boucle, donc là Est-ce qu'il va, avec la science-fiction, je sais pas où est-ce qu'il va Est-ce aller. qu'il aura le temps de refaire un film Bah, bien Tintin sûr. 2. Non mais il est vraiment en forme, hein, c'est impressionnant. Hein. Ah ouais. Ah ouais, il est Bah, vraiment je viens de très dire, en forme. il se dirige peut-être vers la mort, peut-être que Bah, je veux suis dire, un il peu était quand même avancé. sur la scène du Grand Rex en avant-première, Oui, c'est vrai, tu le vois encore Et sauter il a sur la enchaîné scène, les quoi. promos. Hein. Oui, Il a enchaîné va les peut-être faire promos. il peut-être faire une fin de carrière à la Clint Eastwood. Je pense qu'honnêtement, ça sera la dernière BO de John Williams, donc voilà. Oui, bon, là, 94 ans. ça- Là, 94 ans, ça paraît compliqué de revenir. Mais en tout cas, il a parlé pendant des années de faire enfin un western, chose qu'il rêve depuis très longtemps. Ah, bah, Et ça peut être intéressant. Ouais, ça pourrait être formidable. ça Ça fait pourrait longtemps qu'il vraiment n'y a être pas eu formidable. de bons westerns. Ou revenir au film historique, peut-être. Ce serait intéressant au vu de ce qui se passe aux États-Unis actuellement. Très bien. Et Bah, nous, on écoutez. se retrouve pour un épisode sur Jacques Demy lundi. Et on vous laisse, on se retrouve oui, donc pour Jacques Demy lundi, et puis la prochaine séance spéciale Non, attends, d'Actu tu- Backroom. Si, le 15 juin, je suis très informé. Et c'est lundi. Ok, j'avais dit Voilà. ça. Ok, Oui, y a oui, pas tu avais de dit souci. ça. En tout cas, il est en mixage, il sera Ah dispo oui, lundi. l'épisode 1, pardon. L'épisode Oui, 1, l'épisode 1 de la rétro. Putain, moi j'étais déjà sur le montage de l'épisode 2. Là. Non, tu es trop en avance. moi, je suis sur la publication. toi, Donc tu es sur oui, le montage. lundi, vous pouvez découvrir effectivement la toute nouvelle rétrospective. On a C'est hâte. ça. Bien bossé. Vous verrez avec des virgules sonores De qualité. dont j'ai pris soin. Bon, sur ce, on se retrouve donc pour Backroom ensuite, prochaine séance spéciale d'actu, et puis voilà, on verra ensuite la suite du programme. Et oui, et aussi le Mastermind le 29 juin. Exactement, donc là il y a 3 épisodes qui vous attendent, donc on vous a concocté tout ça, on espère que ça va vous On accélère plaire. le rythme. On accélère le rythme et on espère que vous Ça allez été suivre et bientôt. que vous allez surtout apprécier le nouveau travail et les nouvelles émissions qu'on développe. Donc, et puis on vous tient au courant, il y a un gros projet qui arrive pour le mois d'octobre, on vous en reparlera. Ah oui, c'est vrai. J'avais zappé, oui, probablement. En Bref. tout cas, sur ce, on vous souhaite de passer une très très bonne soirée ou une très très bonne journée. Et puis on revient vite vers vous. Ciao. C'est ça. Salut Ciao. tout le monde, à la prochaine. À la prochaine.